Alors la notation musicale, ce qu'on appelle aussi l'écriture musicale, en fait c'est ce qu'on trouve sur les partitions, hein, quand on écrit la musique sur des partitions. Il faut savoir qu'au départ, la musique est transmise de façon orale uniquement, une chanson est chantée, quelqu'un l'écoute, l'entend, la mémorise et la rechante à son tour. Alors quand il y a une chanson, deux chansons, trois chansons, c'est possible. Quand il y en a des dizaines, des centaines à mémoriser, c'est très compliqué. On oublie une mélodie, on oublie le rythme. Donc il y a besoin d'écrire la musique. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe, à quel moment ça commence, l'écriture musicale, la notation musicale, et comment ça évolue jusqu'à nos jours. Donc l'écriture musicale, à quoi ça sert? Eh bien ça sert à transmettre la musique, déjà, donc à transmettre les chants, les chansons qu'on connaît. On les transmet aux générations futures ou à d'autres personnes qui sont plus loin, qui sont éloignées, qui ne connaissent pas ces musiques. Et puis ça permet aussi, l'écriture musicale, de les conserver. C'est pour ça qu'on peut jouer maintenant la musique de Mozart il y a 200, 300 ans, ou de Beethoven, ou de d'autres compositeurs plus anciens encore. Et puis, comme c'est écrit sur cette page, eh bien, pour faire ça, on a besoin d'un codage, on a besoin de symboles qui nous permettent d'avoir des informations sur le fait qu'un son doit être long ou court, aigu ou grave, fort ou doux. Et une partition permet d'avoir tout ça sous les yeux et d'interpréter la musique d'une manière très précise. Actuellement, les partitions sont très précises. Évidemment, au début, c'était un petit peu plus délicat, c'était un peu plus approximatif. Et on va voir dans cette vidéo comment ça a évolué au fil du temps. Donc les premières traces écrites sont très anciennes. On n'est pas sûr que ce sont les premières d'ailleurs. Peut-être qu'il y en a des plus anciennes, mais on n'a pas encore découvert pour l'instant ces traces. Celles qu'on connaît, les plus anciennes, datent d'environ 1400 avant Jésus-Christ, dans ce pays qui est appelé la Syrie. Et donc on a trouvé des sortes de tablettes en argile sur lesquelles sont gravées des phrases, des mots et des symboles en plus, qui sont des symboles musicaux qui vont aider à chanter ce qui est écrit. Donc on voit bien sur la photo du haut ces tablettes d'argile, on voit des symboles. Donc il y a à la fois une écriture, des mots, et en plus des symboles musicaux, puisque manifestement ce texte était destiné à être chanté. Alors évidemment pour nous c'est très compliqué à voir, c'est quasiment incompréhensible, mais à l'époque c'était comme ça qu'on écrivait la musique. Alors les premières traces de partitions écrites sur du papier cette fois-ci, parce qu'avant c'était dans la pierre, c'était gravé. Là, c'est écrit sur du papier qu'on appelle le papyrus à l'époque, donc ça date à peu près du IIe siècle avant Jésus-Christ. On voit là sur le document, là aussi, qu'il y a des sortes de, de- de symboles qui sont ajoutés aux mots et donc qui vont aider à chanter. Alors la chanson de Seikilos, qui date du IIe siècle avant Jésus-Christ, donc de 128 avant Jésus-Christ, c'est le modèle le plus ancien d'une chanson complète. Parce qu'avant, on avait trouvé des fragments, mais là, on a une chanson complète qui est écrite avec des symboles. Et donc, c'est la première partition musicale complète qu'on ait trouvée jusqu'à présent. C'est donc au Moyen Âge que les choses vont évoluer. Donc, dès le début du Moyen Âge, vers 510, on trouve déjà des livres dans lesquels on explique la théorie musicale. Et c'est le début de l'évolution de l'écriture musicale pendant les siècles qui vont suivre. Au IXe siècle, on est au milieu du Moyen Âge, et bien apparaissent les neumes. Donc ces petits symboles, ces petits traits qui sont là entourés en rouge sur le document, et déjà qui aident énormément ceux qui veulent interpréter un chant à mémoriser et à pouvoir chanter cette chanson sans se tromper. Au Xe et XIe siècle, on a l'idée d'ajouter des lignes pour rendre encore on va dire, le résultat plus lisible. Donc on voit sur le document ici qu'il y a en bas les mots qui sont écrits, on voit des neumes et on voit une ligne en pointillé ici qui va aider, on va dire, à ajuster les notes. Donc c'est encore un progrès. Là sur le document, on voit, dans le document du bas surtout, on voit les neumes toujours entourés en rouge et puis on voit trois lignes cette fois-ci qui ont des couleurs différentes.
Donc ça se précise encore un peu plus, mais ça reste toujours approximatif pour l'instant. Alors au XIe siècle, toujours, Guy d'Arezzo, qui est un moine et professeur de musique, donc il décide qu'il y aura finalement 4 lignes. Donc on le voit dans le petit document en bas, il y a 4 lignes rouges. On voit toujours le texte écrit en latin en dessous. Et puis les neumes se sont transformées. Elles deviennent maintenant des symboles qui ont une forme plutôt carrée. Donc sur un document, si on trouve une partition dont les notes sont carrées, on peut s'imaginer qu'elle date du XIe siècle. En tout cas, pas avant. C'est pas possible. Avant, c'était vraiment des neumes. Là, les neumes sont devenues des notes. Elles ont une forme carrée. Et donc, ça, on le verra plus tard, mais il va utiliser un hymne pour donner le nom de chaque note, do, ré, mi, fa, sol, la, si, puisqu'avant, les notes n'avaient pas de nom. Et donc, au XIe et XIIe siècle, les notes deviennent carrées aussi parce que, comme c'est écrit sur le petit document, eh bien, on écrit ces notes avec de la plume d'oie et non plus du roseau taillé. Donc, le fait d'utiliser une plume d'oie va faire que la forme de la note, quand on appuie sur le papier, eh bien, ça va donner une forme un peu plus carrée par rapport à avant, lorsque les notes étaient plutôt des neumes, qui étaient plus fines, on va dire. Et puis on voit aussi les clés. Alors ça, c'est pas forcément le plus important, mais quand on parle de la clé de sol, on voit que en fait, c'était un symbole qui était mis sur la ligne qui donnait la note sol. Bon, tout ça n'est pas le plus essentiel pour l'instant. Alors sur ce document que vous avez dans votre cahier, eh bien, si je vous mets ce document dans un contrôle, dans une évaluation, et que je vous demande à quel siècle il peut appartenir ce document, de quand peut provenir cette partition. Là, c'est très simple. On voit qu'il y a un texte en latin et dessus des symboles, là ils sont entourés en rouge, qui sont des neumes. Et donc, si vous avez bien appris votre leçon, vous savez que les neumes ont été inventés au IXe siècle. Donc, ce document peut provenir du IXe siècle, éventuellement du Xe, puisque les neumes, pendant 2 siècles, seront le seul moyen d'écrire la musique. Donc, dans le contrôle, si je vous demande ça, vous me direz, eh bien, ce document peut dater du IXe ou du Xe siècle. Dans ce document-là, on voit qu'il y a toujours des neumes, il y a toujours aussi un texte écrit en latin, mais il y a 2 lignes. Donc ça veut dire qu'on n'est plus au 9e. Là, on peut être dans la deuxième partie du Xe siècle ou au début du XIe siècle. Donc si je vous mets ce document dans le contrôle, eh bien, il faudra me dire 10e ou 11e siècle. Et on verra que c'est un peu différent du 12e où là, dans la vidéo suivante, on verra qu'il y a 4 lignes. Ce document, on l'a déjà vu, donc il a été utilisé par Guy d'Arezzo pour inventer le nom des notes. Si on regarde, il ne peut dater que du XIe voire XIIe siècle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de neumes, ce sont des notes carrées, et puis il y a 4 lignes. Donc on ne peut pas être au 9e, au 10e ou au début du 11e, on va dire fin 11e, 12e siècle. Retenez à la limite 12e siècle. Donc cet hymne à Saint Jean-Baptiste, il a servi pour inventer le nom des notes do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc on le voit sur le petit texte de gauche. Le ré, par exemple, c'est la première syllabe de Resonare fibris. Le mi, c'est la première syllabe de Mira gerostrum, etc. pour fa, sol, la. Alors, 2 choses. Pour le si, on voit qu'on a utilisé la première lettre de sancté et la première lettre de Johannes, à savoir qu'à l'époque, le J et le I se prononçaient pareil, on prononçait Johannes. Donc S et I, ça a donné la note Si. Et puis le Do, eh bien, au départ, il était appelé Ut, puisque la première syllabe du texte était Ut querant laxis, et donc on appelait la note Do Ut, Ut, et c'est plus tard qu'on a trouvé que c'était pas facile à prononcer le Ut par rapport aux autres, puisque c'est la seule qui a par exemple d'abord une voyelle et ensuite une consonne, alors que les autres ont d'abord une consonne et ensuite une voyelle. Donc quand on est obligé de dire les notes assez vite, c'est pas évident. Donc plus tard, quelques siècles plus tard, c'est le mot dominer qui a été utilisé, qui est un mot religieux, encore une fois, dominer, et on a pris la première syllabe, do. Donc on a remplacé le out par do, ce qui donne bien do, ré, mi, fa, sol, la, si. Là, on voit encore des exemples de notation carrée, hein, donc à gauche. Donc ça date à peu près du 12e, 13e, 14e siècle, on utilise des notes carrées.
c'est seulement au 16e qu'on va commencer à utiliser des notes ovales, comme on le voit sur le tableau de droite, sur la colonne de droite, ovale ou ronde. C'est pas avant le 16e. Ça, c'est important à savoir aussi. Si on trouve une partition sur laquelle les notes sont rondes, elles ne peuvent pas être antérieures, c'est-à-dire avant le 16e siècle. Alors, sur ce document, là, on voit que déjà, il y a un système assez complexe. Donc là, on a bien évolué, on est au début du XVIIIe siècle. Par contre, on voit aussi que tout est écrit à la main. Ce n'est pas imprimé par des machines, c'est encore à la main, donc ça prend beaucoup de temps à écrire. Donc ce document, eh bien, il date du début du XVIIIe siècle. Ce qui est important sur le document qu'on voit maintenant, c'est que on voit des mots qui sont écrits qui ne sont pas des paroles. Ce sont des mots qui sont ajoutés pour donner des indications. On voit entouré en rouge, il y a marqué Allegro moderato, ça donne le tempo de la musique. Et puis il y a marqué simile en tout petit, qui veut dire de la même façon. Donc on commence à voir sur les partitions des indications qui sont autres que purement de la musique. Ça donne aussi comment jouer la musique. Donc ça devient de plus en plus complexe. Et ce document date de la fin du XVIIIe, c'est un morceau de Mozart. Et on voit que là, il est imprimé. Sur ce document, pour finir, eh bien, on voit une partition moderne, enfin moderne en tout cas, beaucoup plus récente, qui date du XXe siècle. Et pour tout dire, un musicien qui est formé, on va dire, au conservatoire ou à l'école de musique, pour lui, c'est très compliqué de lire une partition comme ça parce qu'elle a une forme totalement inhabituelle. C'est très original et c'est quasiment incompréhensible pour la plupart des musiciens. Il faut se plonger dedans, c'est très complexe. Donc on n'écrit pas la musique comme ça, sauf cas exceptionnel. On garde en général le système qui date du 18e, 19e avec 5 lignes, des notes rondes et puis des tas de symboles qui donnent des indications sur le tempo, la nuance, les instruments qui doivent jouer, etc., etc. Voilà, donc dans le contrôle, je vous passerai ces documents dans un ordre, on va dire, différent de celui-ci, non chronologique, et vous devrez trouver à peu près à quel siècle ils appartiennent. Parce qu'il y a une vraie différence entre le 9e, le 12e, le 14e, le 17e et le 20e, par exemple. Alors pour finir, voici un petit résumé de ce qu'il faudra savoir dans le prochain contrôle. Il faudra aussi être capable de reconnaître une partition qui daterait du 9e siècle, du 11e, du 15e, peut-être plus ancienne ou plus récente. Tout a été dit dans cette vidéo et tout se trouve dans votre cours, si le cours a bien été fait. Donc à vous de travailler maintenant pour avoir la meilleure note possible lors du prochain contrôle.